Donc je vais lire sa question, un taxe carbone ou marché du carbone, heu, toujours un système qui permet de payer le droit à l'émission, donc la pollution, sans remettre en cause ce droit. Donc quid d'un changement de paradigme et d'aller vers un vrai système qui incite à la transformation, notamment technologique, et donc une vraie production ou une activité, décarbonée. Quels sont les moyens pour cela? Les moyens pour décarboner une économie, c'est un ensemble de solutions. Il y a des solutions économiques, parce que le système sur lequel, repose aujourd'hui, l'économie mondiale, hem, a besoin qu'on lui parle, en fait, avec un langage, qui est le sien, d'accord? C'est comme quand vous allez parler, quand vous parlez à des économistes, il faut leur dire que le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre détruisent des points de PIB. En fait, vous utilisez leur langage pour faire comprendre les enjeux. Donc je pense qu'il faut, s'appuyer sur les moyens, hein, pour aller vers un vrai système décarboné. C'est un ensemble de mesures, en fait. C'est, des mesures économiques qui passent par une cohabitation de taxes bien faites, c'est-à-dire justes, équitables, intégralement recyclées pour investir vers dans du décarboné. Il faut des systèmes cap and trade, avec un prix du carbone qui soit élevé, on va en parler. Il faut de l'éducation, des des politiques, des élus territoriaux, des chefs d'entreprise, des consommateurs et des enfants, la génération qui vient. Heu, mais je pour moi, là-dessus, il y a un mais. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble pour moi qui doit permettre de tout changer. On a un grand débat en ce moment en France, c'est, la Convention citoyenne pour le climat, qui a compris l'urgence climatique et qui propose, des mesures qui sont radicales. Voilà, parce que depuis 40 ans, donc depuis le rapport Killing des années 80, depuis 40 ans, on a laissé faire. On a laissé faire entre guillemets, on a quand même eu le protocole de Kyoto, et cetera, mais l'ambition n'était pas au niveau de ce que nous avions sous le nez. Donc on a glissé vers, de l'urgence, voilà. Et l'urgence, elle se matérialise par des crises sanitaires comme on vient de le vivre, par des feux, ce qu'on appelle des méga-feux aujourd'hui, en Australie ou ailleurs, par, de la pauvreté, par des phénomènes en fait extrêmement concrets qui illustrent l'impact réel du changement climatique dans notre vie au quotidien. Et donc le mais à tout ça, c'est le cerveau humain. Voilà. Ce qui me ce qui pourrait nous freiner, c'est la construction même du cerveau humain à se soucier de l'avenir. Le cortex de notre cerveau a conscience de tout ce que je vous dis ce matin, vous en avez conscience, heu et donc vous l'avez intégré aujourd'hui dans votre quotidien, je veux dire au jour le jour. Mais on a à l'intérieur de notre cerveau, on a ce qu'on appelle le striatum. Donc là, on fait un peu de neurologie, hein, neurologie climatique. Le striatum, c'est la boîte noire de notre cerveau, c'est celle en fait qui, heu, guide l'intégralité de nos comportements depuis que nous sommes, depuis que depuis les débuts de l'évolution, en fait. Et donc ce striatum, il, est régi par 3 objectifs pour l'homme, qui est de se reproduire, qui est de se nourrir et qui est de s'élever socialement, autrement dit devenir le chef. Et ça, on voit bien que la forme que ça prend, c'est avoir toujours plus,
toujours plus gros. On a des phénomènes aujourd'hui de doublement du volume des voitures, alors que c'est l'inverse. Les voitures aujourd'hui devraient être plus petites, plus légères, être adaptées à l'usage, mais elles ne correspondent aujourd'hui qu'à une satisfaction de notre cerveau interne à qui on donne des croquettes. Voilà. Vous savez, les likes dans les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, etc., ce sont des croquettes qu'on donne à notre cerveau. Si vous avez un like, vous avez une satisfaction. Plus vous avez des likes, plus vous avez de la satisfaction, et moins vous allez vous soucier de ce que votre cortex a intégré. Le cortex a intégré, il ne faut pas avoir de grosses voitures. Une voiture de 2 tonnes pour aller chercher une baguette de pain qui fait 200 grammes à moins de 200 mètres, ça n'a aucun sens. Ça, c'est votre cortex qui le dit. Et à l'intérieur, vous avez autre chose qui vous dit: ah ouais, mais je vais être bien dans ma grosse voiture. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, finalement, vous avez en fait aussi je dirais, la réalité là, de la transformation du système qui vient s'écraser contre un mur de la réalité. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle Le bug humain, je le note, hein, Bug humain de Sébastien Boller, qui, qui traduit parfaitement ça, hein, ce problème neurologique, et il apporte des solutions. Et la solution, elle est relativement, elle est simple. Il faut créer une nouvelle forme de désirabilité. On voit bien que dans la consommation, et notamment la surconsommation, donc là encore une fois, je parle plutôt pour les pays industrialisés, je mets de côté des pays qui doivent satisfaire des besoins essentiels, hein, encore une fois, boire de l'eau potable, manger à leur faim, etc. Et pour la plupart des pays riches qui surconsomment, qui consomment des choses dont ils n'ont pas réellement besoin, cette consommation se base sur ce qu'on appelle le désir mimétique. Vous voyez quelqu'un dans la rue, vous avez envie de faire pareil. Tant que la sobriété ne sera pas désirable, on aura on aura une forme de, je dirais comment on appelle ça? Vous savez, quand vous êtes pas en lien, vous n'êtes pas en accord avec finalement ce que vous savez réellement, ce que vous devriez faire. Et donc là, on a un problème. Donc on a un problème. C'est là où l'éducation est clé. C'est là où la pub est clé, la pub qui nous incite à consommer toujours plus, alors qu'on nous dit de l'autre côté qu'il faut consommer moins, ou différemment en tout cas, mieux. Voilà, donc on a des outils économiques. Il faut de la contrainte. Je vais reprendre clairement ce que dit notre patron Jean-Marc Jancovici, hein. Il faut de la contrainte. Euh, Limiter les changements climatiques, c'est une contrainte. Et donc, c'est un régime de l'économie. Il faut mettre l'économie au régime pour, il faut le contraindre à moins consommer d'énergie fossile. Ça, c'est la clé. Ça peut prendre plusieurs formes, mais donc il faut aussi qu'il y ait une réglementation qui soit relativement forte pour donner un cap qui soit cohérent. Et donc ça, on en reparlera demain aussi pour la Tunisie, c'est-à-dire comment la mise en place de ces instruments de tarification doit être mise en place. Et un pilier de tout ça, c'est la cohérence des politiques publiques, notamment en termes de réglementation, de subventions, etc. Donc il y a une forme de cohérence où vous faites jouer le cap and trade, la fiscalité, la réglementation, l'éducation aujourd'hui, une forme de sociologie de la prise de conscience et de l'action pour arriver à tout ça. Et je voudrais terminer aussi sur quelque chose qui me semble, moi, fondamental aujourd'hui dans la transmission du message vers les populations. Alors là, pour le coup, les populations tunisiennes, françaises, américaines, etc., c'est que on a l'impression que lutter contre les changements climatiques et s'engager dans la transition bas carbone, ça va contre nos libertés.
Donc que les mesures qui vont être mises en place sont liberticides. Encore une fois, nous on le voit là ces derniers jours avec des propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui propose des mesures, propose plein de mesures que certains voient comme liberticides. Et je pense qu'il faut absolument qu'on ait en tête que nous n'avons jamais été aussi libres de décider de notre avenir. La transition bas carbone, c'est l'essence même de la liberté d'agir face à quelque chose qui va nous contraindre. Et donc, quand on sera passé dans un monde à plus de degrés, là, on n'aura plus le choix. C'est-à-dire que dans un monde à 2 degrés, la liberté de se déplacer, de prendre des vacances où on veut, de boire de l'eau potable, de pouvoir manger à notre faim, de pouvoir vivre décemment sans se prendre une tempête tous les 2 ans, de pouvoir sortir pendant l'été et de ne pas être sous le coup de canicules qui sont létales, hein. Aujourd'hui, on parle de chaleur létale. En Inde, c'est 50 degrés, on parle de chaleur létale aujourd'hui. Ça, c'est liberticide. Ce qui va contre les libertés, ce sont les impacts du changement climatique. Donc, euh, limiter les impacts du changement climatique, c'est synonyme de liberté et c'est même la plus grande liberté qu'on puisse avoir puisqu'on peut décider aujourd'hui de la façon dont on va limiter ces impacts sur les changements climatiques avec des outils économiques, de la réglementation, de l'éducation, etc. Et donc, il est important de changer en fait cette vision absolument de la population qui pense que nos libertés vont être contraintes. Alors, il est évident hein, qu'on va devoir nous budgéter nos émissions de gaz à effet de serre, notre consommation d'énergie, notamment pour ceux qui en consomment trop. Mais c'est la liberté, ça. Ce n'est pas une contrainte à la liberté qui, en fait, n'est pas une vision. La vision de la liberté aujourd'hui, c'est la liberté de. En fait, elle est simple. Hein, quand des gens vous disent que c'est liberticide, c'est qu'en fait, la vision de la liberté pour ces gens-là, c'est de vivre de façon individuelle sans se soucier de l'impact de son propre impact sur la vie des autres. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est exactement ça. Or, il y a des règles de bien vivre ensemble. Ça s'appelle des lois, en fait. Hein. La liberté, ça s'appelle poser des lois et vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, les lois climatiques, elles doivent arriver demain. Donc on voit on commence à y avoir des juridictions. Mais la liberté, aujourd'hui, on l'a. Si on ne fait rien, on ne l'aura plus. Voilà, c'est ça qui est important. Je pense qu'il est important de passer ce message-là.